Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 6 de juin 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Les pauses musicales sont extraites de la marche turque de Mozart. Commençons ce magazine par l'actualité fiscale. BIC, déduction des frais de réorganisation de l'actionnariat. Pour être fiscalement déduits, les honoraires de conseil doivent correspondre à des prestations rendues dans l'intérêt de l'exploitation. Le tribunal de Montreuil juge que les dépenses de conseil exposées par une société en vue de la réorganisation de son actionnariat, consistant notamment dans l'apport de parts détenues par le dirigeant à une société holding familiale, relèvent d'une gestion normale dès lors que l'opération vise à garantir sa pérennité en cas de décès de ce dernier. Et il importe peu que l'opération soit effectuée dans un intérêt patrimonial, à savoir l'organisation par le dirigeant de sa propre succession entre sa concubine et ses 9 enfants. Crédit d'impôt recherche pour les sociétés de portage salarial. Ouvre droit au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectées aux opérations de recherche. La Cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur la situation d'une société de portage salarial qui a conclu un contrat commercial de prestation de portage ayant seulement pour objet de mettre des chercheurs à la disposition de ses clients. Elle juge qu'une telle société ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour des recherches dont elle-même n'a pas défini le contenu, ni supporté le coût et les risques, ni réalisé elle-même les opérations de recherche. CICE. Rappelons que la loi de finances pour 2018 a réduit le taux du CICE à 6% pour toutes les rémunérations versées en 2018. De son côté, la LFSS pour 2018 a prévu la suppression du CICE en 2019 et son remplacement par un allègement de 6 points de la cotisation patronale d'assurance maladie. Dans une mise à jour de sa base BOFIP, l'administration a apporté quelques précisions sur la mesure de la loi de finances pour 2018 qui a étendu le bénéfice du CICE aux rémunérations versées par les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Lorsque l'ensemble des activités, lucratives et non lucratives, est soumis à l'IS, les organismes ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 aux salariés affectés à des activités lucratives. Les fonctionnaires s'entendent comme des salariés. Une ventilation des charges de personnel entre les activités lucratives imposées et non lucratives doit être effectuée. Si ces charges ne peuvent être affectées en totalité à des activités lucratives, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation. L'administration admet enfin que les organismes de droit privé sans but lucratif exerçant des activités lucratives prépondérantes, imposées à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités, peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à l'ensemble de leurs activités. IS, normalité du taux d'intérêt pratiqué entre sociétés liées. Les intérêts afférents aux avances consenties par une entreprise liée sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues, s'il est supérieur au taux de référence plafond défini à l'article 39.1.3 du CGI. Selon le tribunal administratif de Paris, la preuve de la normalité du taux pratiqué
doit être apporté par un document établissant de manière certaine le taux dont aurait bénéficié la société auprès d'un établissement de crédit ou organisme indépendant, tel que, notamment, une offre de prêt effective et contemporaine des opérations, prenant en compte ses caractéristiques propres. Oui, et à notre avis, cette décision très rigoureuse méritera d'être confirmée, car d'autres tribunaux ont déjà admis la normalité du taux pratiqué sans pour autant exiger la production d'une offre de prêt contemporaine. Apport dissimulant une libéralité. Pour le Conseil d'État, si les opérations d'apport sont en principe sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. Cette solution, déjà rendue pour les cessions à titre onéreux, est ainsi transposée aux opérations d'apport. La haute juridiction juge également que lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. TVA, taxation sur la marge des ventes immobilières. L'administration revient sur sa doctrine en matière de vente immobilière et admet désormais que la TVA soit calculée sur la marge, même si le bien revendu diffère physiquement du bien acquis, notamment s'il est divisé en vue de la revente en plusieurs lots. Notez qu'en revanche, l'administration refuse toujours l'application de la marge en cas de modification de la nature juridique du bien cédé, notamment en cas de revente comme terrain à bâtir de la parcelle comprenant un immeuble bâti après démolition de ce dernier. TVA, holding acquérant les obligations de sa filiale. Quel est le sort, au regard du coefficient de taxation, des intérêts perçus par un holding mixte d'obligations émises par sa filiale? Bien, selon le Conseil d'État, les intérêts d'obligations n'entrent pas en principe dans le champ de la TVA, sauf les intérêts d'obligations émises par une filiale et acquises par son holding, s'ils correspondent à la rémunération d'un prêt. Étant précisé que le caractère accessoire des intérêts de prêt aux filiales perçus par un holding permettant leur exclusion du coefficient dépend du seul critère d'utilisation limité des biens et services grevés de TVA. CFE et location à usage d'habitation. Les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel et donc passibles de la CFE. Le Conseil d'État juge que la location de locaux nus pour une exploitation commerciale ne peut pas être qualifiée de location à usage d'habitation exonérée de CFE, même si les locaux sont affectés à l'hébergement de personnes âgées. Il convient donc de se référer à l'utilisation des locaux faite non par les occupants locataires de l'exploitant, mais par l'exploitant lui-même, preneur ou sous-locataire. Ainsi, une société propriétaire des murs d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées, qu'elle donne en location à l'exploitant de l'établissement en vertu d'un bail commercial, exerce une activité imposable à la CFE
alors même que l'exploitant exerce une activité d'hébergement dans les locaux en cause. Et la solution est la même dans l'hypothèse où la société dispose des locaux en vertu d'un contrat de crédit-bail et les sous-loue à l'exploitant d'établissement d'hébergement pour personnes âgées. Dépenses courantes de mécénat. Statuant sur une question très controversée, le Conseil d'État pose le principe que les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charge d'exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée retenue en matière de taxes professionnelles et aujourd'hui de CVAE. Contrôle fiscal, paiement en espèces. Les paiements en espèces ou en monnaie électronique effectués par les personnes non domiciliées fiscalement en France et n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle sont aujourd'hui plafonnés à 15 000 euros et un décret très récent a abaissé ce plafond à 10 000 euros à compter du 1er octobre 2018 pour les paiements effectués au profit d'une personne non assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les personnes assujetties à ces obligations anti-blanchiment, c'est-à-dire les professionnels de la banque, de l'assurance, du droit, les antiquaires et les agents sportifs, peuvent continuer à recevoir des non-résidents des paiements en espèces ou en monnaie électronique jusqu'à 15 000 euros. Pour les personnes ayant leur domicile fiscal en France ou agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, le plafond reste fixé à 1 000 euros, paiement en espèces, et à 3 000 euros, paiement en monnaie électronique. Donation-cession, abus de droit. Le montage consistant pour un père à faire précéder la cession de ses titres d'une donation à ses enfants mineurs afin de neutraliser la taxation de la plus-value n'est pas opposable à l'administration en l'absence de dépouillement immédiat et irrévocable. Illustration. Un contribuable a donné à sa fille âgée de 2 ans des titres d'une société qui ont été cédés 4 jours plus tard à un tiers, le prix de la cession étant versé le mois suivant sur un compte ouvert au nom de l'enfant. Le Conseil d'État a approuvé la Cour administrative d'appel, laquelle a relevé d'abord que le donateur, en sa qualité d'administrateur légal, avait librement accès au compte ouvert au nom de son enfant mineur et qu'il avait appréhendé dans les mois qui ont suivi plus de 82% du produit de la cession en le portant au crédit de plusieurs comptes rémunérés non bloqués ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse, et ensuite que les documents intitulés « contrat de prêt » par lesquels les parents s'engageaient à rembourser à leur fille les sommes inscrites sur leur compte au plus tard en 2027, n'avaient pas été enregistrés et étaient dépourvus de date certaine. La Cour a pu déduire de ces faits que l'administration apportait la preuve qui lui incombait, que le donateur ne s'était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, alors même que le père soutenait avoir entendu assurer l'autonomie financière de sa fille et qu'il disposait avec son épouse de la qualité d'administrateur légal de ses biens pendant sa minorité. Il a été jugé que la donation revêtait un caractère fictif et n'était pas opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L64 du LPF. Abus de droit et majoration de 40%. Lorsque les faits invoqués par l'administration permettent d'établir l'existence d'un abus de droit, ces faits justifient l'application de la majoration de 40%. En revanche, pour appliquer la majoration de 80%, l'administration doit démontrer spécifiquement que le contribuable est l'instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l'abus de droit. Si cette preuve n'est pas apportée, le juge doit même d'office appliquer la majoration de 40% et substituer ce taux à l'autre. Il ne peut prononcer la décharge totale de la pénalité contestée. Désignation des bénéficiaires des distributions.
Lorsque l'administration invite une société à désigner dans les 30 jours les bénéficiaires des distributions correspondant à des redressements de ses bénéfices, la réponse est généralement faite par le dirigeant lui-même ou par l'avocat mandaté par la société pour la représenter. Elle peut également être valablement effectuée par toute autre personne justifiant dans le délai fixé par l'administration d'un mandat régulièrement établi, par exemple l'expert comptable de la société. La pénalité de 100% sanctionnant le défaut de réponse ne peut alors être appliquée que dans le cas où l'expert comptable ne justifie pas dans le délai fixé par l'administration d'un mandat régulièrement établi pour représenter la société durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse. Actualité juridique du mois, dépôt des comptes annuels au greffe. En l'absence de dispositions dérogatoires, le délai de prescription applicable à une demande d'injonction de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal est le délai de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code civil pour l'exercice des actions personnelles ou mobilières. Rappelons que le défaut de dépôt des comptes annuels et consolidés et des rapports présentés aux associés est sanctionné par une amende de 1 500 € qui est portée à 3 000 € en cas de récidive. Obligation de loyauté. Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Responsabilité pénale d'une société. La responsabilité pénale d'une société peut être engagée par une décision de son comité exécutif. Du coup, en prenant la décision de corrompre des agents publics, le comité exécutif d'une société anonyme agit en tant qu'organe de cette société et il engage sa responsabilité pénale, l'infraction ayant bien été commise pour le compte de la personne morale par un organe de celle-ci. Et il y a lieu de considérer aussi comme organes de la société les personnes ou les instances collégiales qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci et désignées par la loi. Conseil d'administration au directoire, président du conseil d'administration, directeurs généraux, conseil de surveillance, assemblée générale, administrateur provisoire, etc. Action civile contre un dirigeant social. Devant les juridictions civiles, la responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'ils ont commis une faute séparable de leur fonction qui leur est imputable personnellement. Par contre, et c'est important, devant le juge pénal, la responsabilité civile d'un dirigeant poursuivi en réparation d'une infraction peut être engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Autrement dit, pour caractériser une faute civile, le juge pénal n'a pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute séparable. Comblement de passifs. Les dirigeants d'une société holding en liquidation judiciaire viennent d'être condamnés à contribuer à l'insuffisance d'actifs pour avoir eu une gestion passive favorable à l'actionnaire majoritaire et pour n'avoir pas réduit la masse salariale malgré les importantes difficultés financières. Ce jugement constitue une illustration d'une jurisprudence constante sanctionnant les dirigeants pour leur passivité et leur incapacité à prendre les mesures qui s'imposent face aux difficultés financières que rencontre la société. Ont par exemple été condamnés le dirigeant qui n'a pas pris en temps utile des mesures concrètes de restructuration pour pallier la détérioration rapide de la situation financière de la société, ou bien les dirigeants qui n'ont pas remédié à l'absence de restructuration des filiales d'un groupe à l'origine d'une importante dégradation de la trésorerie. Époux associés,
sort des dividendes versés après le divorce. Lorsqu'un époux a acquis des parts sociales pendant son mariage, les bénéfices et dividendes provenant de ces parts, perçus durant l'indivision post-communautaire, sont des fruits accroissant l'indivision. Ces parts doivent donc être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision. Rendue à propos des parts de SCP, cette solution retenue par la Cour de cassation est transposable aux parts de SARL, de sociétés en non collectif et de sociétés en commandite simple. Affiliation erronée d'un gérant minoritaire. Au vu des statuts d'une SARL, indiquant que le gérant ne détenait pas la majorité des parts sociales, l'expert comptable de la société ne pouvait ignorer que ce dirigeant relevait du régime général de la sécurité sociale. Malgré cela, l'expert comptable a affilié le gérant minoritaire de celle-ci au régime social des indépendants. La SARL, condamnée à payer les sommes qui auraient dû être versées au régime général, a agi en responsabilité contre l'expert comptable. La Cour d'appel de Paris a accueilli cette action et l'expert comptable a été condamné à verser à la SARL une indemnité correspondant à 90% du montant des pénalités qui lui avaient été réclamées, soit environ 6 200 € en l'espèce. En revanche, a précisé la Cour d'appel, le rappel des cotisations dues au régime général, de même que les intérêts de retard sur ces cotisations, qui sont la contrepartie de la jouissance des sommes dues, ne constituaient pas un préjudice pour la société. SCI, animosité entre gérants. Des époux sont associés et gérants d'une société civile. Cette société détient 75% des parts d'une société civile immobilière et en assure la gérance, représentée par le mari. Après le divorce des époux, la femme convoque verbalement et à l'insu de son ex-époux une assemblée générale extraordinaire de la SCI, au cours de laquelle il est décidé de révoquer la société mère de son mandat de gérante et de désigner un nouveau gérant. L'époux estime alors que ces agissements sont contraires à l'intérêt de la société mère et il demande la révocation judiciaire de la cogérante. La Cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande. En agissant ainsi, la cogérante, animée par l'intention de nuire à son ex-époux, a privilégié l'animosité qui existait entre eux au détriment de la société mère. Elle a compromis l'intérêt social et elle a commis une faute de gestion car la société mère a été spoliée de la gérance de sa filiale. Notez que cette solution est aussi transposable aux gérants de sociétés commerciales dont la loi permet aussi la révocation judiciaire pour cause légitime. Autrement dit, dans les SARL, les sociétés en commandite par action, les sociétés en non collectif et les sociétés en commandite simple. Audit des comptes en vue d'un plan de redressement. Une SARL est mise en redressement judiciaire et un administrateur judiciaire est nommé, chargé d'assister le gérant. Pendant la période d'observation, le gérant confie à un cabinet d'expertise comptable une mission d'audit des comptes en vue de l'établissement d'un plan de redressement sans consulter l'administrateur. Après l'achèvement de l'audit et l'adoption du plan, la SARL refuse de payer les honoraires du cabinet d'expertise comptable, soutenant que la lettre de mission aurait dû être approuvée par l'administrateur judiciaire. Et la Cour d'appel de Versailles lui a donné raison. En effet, par son objet, l'audit des comptes d'une société en redressement judiciaire, réalisé en vue de l'adoption du plan, relève de la substance même de la mission de l'administrateur désigné pour assister la société. Il ne constitue pas un acte de gestion courante que le débiteur peut accomplir seul. Comme les actes que le débiteur accomplit sans l'assistance de l'administrateur ne sont pas frappés de nullité, mais sont seulement inopposables à la procédure collective, la Cour a déclaré la créance du cabinet d'audit inopposable à la procédure collective pendant la durée du plan, 10 ans en l'espèce.
Bail dérogatoire conclu après un bail commercial. Une information à retenir. Le locataire de locaux commerciaux, titulaire d'un bail commercial, délivre congé pour la deuxième échéance triennale. Puis il conclut avec le même bailleur un bail dérogatoire portant sur les mêmes locaux, ce bail devant débuter le lendemain du jour pour lequel le congé du bail commercial a été délivré. La Cour de cassation a jugé que les parties pouvaient valablement conclure, après la fin du bail commercial, un bail dérogatoire. Par suite, la demande du bailleur en requalification du second contrat en bail commercial a été rejetée. À noter que cette décision est bénéfique pour le locataire qui peut avoir intérêt à se maintenir dans les lieux, pendant 3 ans au plus, à l'expiration du bail statutaire, le temps d'organiser son déménagement. Renouvellement du bail commercial. Le contrat de location-gérance consenti par le propriétaire d'un fonds de commerce n'ayant pas exploité ce fonds pendant 2 ans au moins est nul. Si le propriétaire est titulaire d'un bail commercial, cette nullité entraîne la déchéance du droit au renouvellement du bail. Voici maintenant l'actualité sociale du mois. Un nouveau régime de retraite complémentaire sera créé le 1er janvier 2019. Les régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC, qui couvrent la quasi-totalité des salariés et anciens salariés du secteur privé, fusionneront le 1er janvier 2019. Cette unification, qui met fin à la distinction entre régime des cadres et régime des non-cadres, est prévue par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui vient d'être étendu et élargi. Nouvelles offres de services et d'aides financières de l'AGEFIP. Depuis début mai 2018, l'AGEFIP propose sur son site aux demandeurs d'emploi, aux salariés handicapés, à tous les employeurs privés, quelle que soit leur taille, et aux travailleurs indépendants, une nouvelle offre de services et d'aides financières qui se veut plus simple, plus lisible et plus opérationnelle. L'offre de l'AGEFIP est désormais structurée selon chaque thématique identifiée et à partir des besoins des personnes handicapées et des entreprises. Par ailleurs, l'accompagnement des entreprises est renforcé. Il est notamment déployé un soutien spécifique aux entreprises en direct avec l'AGEFIP. Toutes ces offres sont à consulter sur www.agefip.fr. Taux de la participation formation continue. La contestation par l'employeur du montant de sa contribution due au titre de la formation professionnelle continue n'est pas de la compétence du juge judiciaire, mais du juge administratif. Et cela, même si la collecte de la contribution et la gestion des fonds sont assurées par un organisme de droit privé. Minoration des salaires déclarés à l'URSSAF. Le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur s'abstient de toute déclaration des salaires à l'URSSAF ou bien porte sur les déclarations des informations tendant à minorer ses obligations. Salaire des jours de RTT. Un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail, sauf dispositions spécifiques de l'accord collectif de travail relatives aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail. Du coup, la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jour de RTT si l'employeur ne peut produire une disposition conventionnelle spécifique interdisant l'inclusion de la part variable de la rémunération dans le paiement des jours de RTT. Engagement post-rupture.
L'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat, ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique relatif à la société, ne sont pas assimilables à une clause de non-concurrence. Ces engagements n'ouvrent donc pas droit au paiement d'une contrepartie financière. Délai de prescription. Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI court à compter de la conclusion de ce contrat. Transfert du contrat de travail. En cas de transfert légal du contrat de travail suite au rachat d'une société, la convention collective dont relève l'acheteur s'applique immédiatement aux salariés de la société rachetée, étant toutefois précisé que les dispositions les plus favorables de l'accord collectif précédant le transfert continuent de lui bénéficier pendant le délai de 15 mois. Si par exemple l'emploi d'assistant de saisie technicien qualifié qui a été attribué à un salarié est moins favorable que celui qu'il occupait dans sa précédente société, le nouvel employeur commet du coup des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture à ses torts. Licenciement économique. Lorsqu'une société ne fait état que d'une baisse du chiffre d'affaires et de ses bénéfices, ces éléments ne suffisent pas à caractériser les difficultés économiques invoquées par la société à l'appui de sa réorganisation et du licenciement d'un salarié. Dans ces conditions, le licenciement économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Insuffisance professionnelle. Ayant constaté que malgré les efforts de formation et d'adaptation de l'employeur, un salarié faisait preuve d'un manque total d'autonomie et n'arrivait pas à mener ses missions pourtant fixées de façon concertée, une cour d'appel a pu valablement décider que son licenciement pour insuffisance professionnelle procédait d'une cause réelle et sérieuse. Par contre, a pu considérer à juste titre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté que l'insuffisance de résultat n'était pas imputable au salarié, mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l'employeur, ainsi qu'au défaut de conseil et d'accompagnement apporté à l'intéressé. Licenciement pour inaptitude physique. Si le salarié inapte est interrogé sur ses vœux de reclassement, il faut tenir compte de sa réponse. En effet, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur ne prouve pas qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et au vu des souhaits émis par le salarié inapte dans le questionnaire qui lui avait été remis. Comité social et économique sans questions-réponses. Le ministère du Travail a mis en ligne sur son site internet un document fort utile répondant aux 100 questions que l'on peut se poser sur le CSE, notamment dans la période transitoire actuelle. À ce sujet, signalons qu'il est possible de mettre en place le CSE dès à présent ou de proroger les mandats des anciennes IRP jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en juillet prochain. À bientôt!